La règle de base, c'est que plus la miniature est grande, plus elle sera réaliste, parce qu'on peut y mettre plus de détails. Plus vous la construisez grande, plus la lumière se comporte de façon réaliste à l'intérieur du décor. Voici le plan de Minas Tirith du film de Peter Jackson, Le Retour du Roi, ainsi qu'Isengard, Fontcombe et les Portes d'Argonath. Le film est sorti il y a 24 ans et reste aussi impressionnant que les grands blockbusters de cet été. Pourquoi Le Seigneur des Anneaux a-t-il si bien vieilli? La réponse est simple, les miniatures. La beauté, l'immensité et la nature impressionnante des miniatures ont donné au film une réalité merveilleuse. Cela vous donne vraiment l'impression d'avoir voyagé en terre du milieu? Avant d'aller trop loin, définissons de quoi nous parlons pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Une miniature est exactement ce que son nom indique. C'est une version miniaturisée de quelque chose dans la vie réelle. Habituellement réalisée à l'échelle 1/6, 1/12 ou 1/18, puis intégrée à une prise de vue réelle. Certaines miniatures du Seigneur des Anneaux étaient si grandes qu'elles ont été faites à l'échelle 1/72 et appelées bigotures. Nous avons construit ces choses en grand parce que nous voulions qu'elles résistent à un examen minutieux à l'écran. Bien qu'elle soit peut-être l'exemple récent le plus impressionnant d'utilisation de la photographie truquée et de décors miniaturisés pour générer un sentiment d'échelle impressionnant, ce ne sont pas les premiers films à le faire. La première utilisation significative de maquettes dans un film est sans conteste Le Voyage dans la Lune de Georges Méliès. Ce premier effort surréaliste de science-fiction n'a pas seulement changé la façon dont les gens percevaient le cinéma en tant que média, mais aussi la manière dont nous les réalisions. Les techniques inventées par Méliès ont été reprises et perfectionnées durant le siècle suivant. Il est le parrain de presque toutes les techniques cinématographiques. Si l'usage des maquettes se généralise au siècle suivant dans le cinéma, il faudra attendre les années 1980 pour qu'il culmine. Le plan d'ouverture de Blade Runner? Oui, cette étrange pyramide est une maquette. Le vaisseau abandonné et Alien, c'est aussi une maquette. Tous les vaisseaux de chaque film Star Wars, ce sont toutes des maquettes. On dirait qu'il existe un lien évident entre être un classique intemporel et avoir des maquettes dans son film. Dans la construction de maquettes et la photographie traditionnelle, il y a des heureux hasards et ce sont des choses qu'on ne peut pas reproduire. On ne peut pas inventer ça. Mais maintenant, quand on combine les deux, on peut obtenir le meilleur des deux mondes. Avoir des maquettes dans un film coûtait cher, ce que peu de productions pouvaient se permettre, d'où leur rareté. Les vaisseaux de Star Wars illustrent bien cela. Les effets restent intemporels, ce qui explique en grande partie la popularité du film aujourd'hui. Ils ont aussi contribué à une avancée majeure du cinéma. Pour filmer plusieurs vaisseaux dans l'espace, John Dykstra a créé un système de caméra informatisé nommé Dykstraflex. Chaque vaisseau était filmé séparément sur fond bleu. Un système informatique sur 7 axes permettait à la caméra de répéter les mêmes mouvements pour filmer d'autres vaisseaux, champs d'étoiles et explosions. Ces couches étaient ensuite assemblées par impression optique pour créer une séquence finale impressionnante. Ce procédé était complexe, long et sujet aux erreurs. Nous construisions tout un système du début à la fin. Tout devait s'assembler pour réaliser la première séquence du film. Bien que la technologie autour de l'intégration de maquettes et de modèles miniatures dans les plans se soit beaucoup perfectionnée au fil des décennies, c'est essentiellement la raison exacte pour laquelle les miniatures ne sont plus autant utilisées aujourd'hui. Elles prennent de la place, du temps et de l'énergie à créer. Pourquoi investir des millions dans une maquette de maison ou de château filmée quelques secondes alors qu'on peut la concevoir numériquement pour 10 fois moins cher? Voilà le problème. Nous reconnaissons tous un décor numérique, un lieu virtuel ou un vaisseau fantastique dans l'espace. La sensation est subtile, presque imperceptible. Nous pouvons le percevoir et nous savons simplement que ce que nous regardons n'est pas réellement là. Les outils numériques de réalisation sont évidemment essentiels, mais dans ce contexte précis, ils seraient mieux utilisés pour compléter un objet physique plutôt que de le remplacer entièrement. Nous avons besoin de plus de maquettes dans le cinéma d'aujourd'hui. Non seulement elles sont amusantes et pleines de fantaisie, mais elles apportent aussi un effet d'ancrage. Elles ancrent les scènes de façon subconsciente. Elles sont objectivement moins réelles. Et pourtant, parce qu'elles sont des objets physiques dans l'espace, elles sont plus réelles émotionnellement. Il est essentiel d'avoir de vraies images filmées. On peut mélanger des éléments grâce au numérique, mais il faut autant que possible photographier un objet et l'intégrer réellement. Voir un objet réel, façonné par de nombreuses personnes, vous relie immédiatement au film. La plupart des réalisateurs en sont conscients, mais le coût reste souvent un obstacle majeur. Il y a même eu un effort pour réintégrer les maquettes dans certaines grosses productions. Par exemple, The Mandalorian a inclus un plan avec des All-Terrain Armored Transport en stop motion et même une maquette réelle du Razor Crest.
Mais au final, ces initiatives semblent plus être du marketing intégré que de la vraie philosophie créative. J'ai appris de Guillermo del Toro. Si tu fabriques une maquette, tu peux la garder chez toi comme accessoire. Elles paraissent être une petite offrande à un coin mineur du fandom qui va s'y enthousiasmer. C'est ce même élan créatif qui donne à Blade une réplique hors caméra à la fin des Éternels. Un clin d'œil, mais au final, un effort stérile. Il reste intéressant d'observer ces géants du cinéma aux prises avec ce processus. C'est fascinant de voir Star Wars, une franchise connue pour ses avancées techniques et visuelles, tenter de faire passer un message aux spectateurs. Nous savons qu'il est plus agréable de voir des maquettes, mais c'est le mieux possible. Il est aussi surprenant que d'autres grandes franchises n'agissent pas ainsi. Les Anneaux de pouvoir, Légendaire, Monster Burst ou certains films Marvel pourraient facilement être ambitieux, mais ils ne le seront jamais. Malheureusement, ce n'est pas leur domaine, ce qui est dommage car les films sont plus beaux et durent plus longtemps. Quand on utilise des miniatures, littéralement, elles sont meilleures dans les produits de la grande entreprise qui essaye d'extraire un maximum de valeur. Mais cela demande plus de temps et d'efforts, donc c'est exclu. Cela ne veut pas dire qu'ils ne pourraient pas utiliser des miniatures augmentées numériquement, comme l'a fait le Seigneur des Anneaux. Ils ont combiné plusieurs techniques de réalisation pour atteindre leur objectif. L'anneau d'Isengard et la tour elle-même sont des miniatures. Le ciel est une peinture sur verre, donc c'est l'un de nos plans hybrides classiques, mais tout est construit à partir de morceaux. Il s'agit d'assembler les bons éléments pour que ça fonctionne. Les miniatures sont une partie tellement importante de l'histoire du cinéma, elles existent depuis le tout début. Des lieux brumeux comme le château de Dracula aux villes futuristes de Métropolis, la majorité des images emblématiques du cinéma reposent sur des miniatures. Ces créations marquantes, façonnées à la main, nous transportent vers d'autres époques et endroits. Les miniatures donnent au cinéma une assise émotionnelle qui permet au public de croire à l'extraordinaire. Elles sont un élément essentiel de la magie du film et pourtant elles ont été éradiquées par la progression de la technologie. Elles ont été remplacées par des solutions numériques, plus rapides, moins coûteuses et techniquement indiscernables à l'œil humain. Et pourtant, elles sont différentes. Ce sont les imperfections et l'étrangeté de ces solutions visuelles qui les élèvent au rang d'icônes. Le travail que nous faisions pouvait réussir parce que le résultat était bien plus intéressant et évocateur que si nous avions opté pour une approche bon marché et facile. Dans 2001, l'Odyssée de l'espace, tous les extérieurs spatiaux sont réalisés avec de petites maquettes, tout comme l'extérieur de Poudlard. Chacune de ces images est iconique. Combien d'images modernes le sont autant? Combien dépassent vraiment leur histoire pour marquer la culture au sens large? L'idée qu'une équipe ait passé des semaines à créer une école de sorciers à l'échelle 1/10 a quelque chose de romantique et fantaisiste. Même sans connaître cette information, vous la ressentez en regardant le film. Cette couche méta enrichit l'histoire et confère au processus de réalisation un aspect grandiose. Filmer un objet réel est objectivement meilleur, les maquettes aussi, et les plus grands réalisateurs vivants partagent cet avis. Mais soyons honnêtes, l'envie n'est tout simplement pas là. Au final, on ne verra pas les maquettes utilisées de façon généralisée, mais peut-être, juste peut-être, que cette vidéo tombera sur un jeune réalisateur ambitieux qui décidera d'aller à contre-courant. Et j'espère qu'un jour, nous vivrons dans un monde où cela deviendra plus courant. Eh bien, c'est tout pour cet épisode. Pensez-vous que les maquettes pourraient revenir? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et, comme toujours, merci d'aimer et de vous abonner pour plus de vidéos comme celle-ci.